Israël peut tenter de censurer chaque vidéo montrant des missiles s'abattant sur ces villes, mais voici ce qu'ils ne veulent absolument pas que tu vois. Dans la nuit du 13 juin 2025, l'Iran a déclenché ce qui allait devenir son attaque la plus dévastatrice, et cette fois-ci ils ont sorti l'arme qui allait tout changer. Quelques minutes seulement après les frappes préventives d'Israël sur le sol iranien, plus de 150 missiles ont hurlé dans le ciel en direction de Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba, mais ce n'étaient pas des missiles ordinaires. Le corps des gardiens de la révolution islamique venait de déployer son arme secrète. Les missiles hypersoniques Fatah que les systèmes de défense israéliens, pourtant réputés, étaient incapables d'intercepter. Ce 13 juin 2025, ce qui avait commencé comme l'opération militaire la plus ambitieuse d'Israël allait tourner à son pire cauchemar. Les avions de chasse F-35 israéliens se trouvaient déjà loin à l'intérieur de l'espace aérien iranien, dans le cadre de l'opération Lion-Levant, une frappe préventive massive destinée à anéantir une bonne fois pour tout le programme nucléaire iranien. Alors que les pilotes israéliens célébraient leur premier succès, quelque chose de totalement inédit se tramait dans les centres de commandement souterrains de Téhéran. Quelques minutes après que les premières bombes israéliennes se sont abattues sur le sol iranien, une nouvelle forme de riposte s'est mise en marche. Il ne s'agissait plus de ces échanges où la plupart des missiles iraniens étaient abattus comme des mouches. Non, cette fois l'Iran avait quelque chose de différent, quelque chose qui allait donner des sueurs froides aux responsables de la défense israélienne. Alors que les sirènes retentissaient dans Tel Aviv, Jérusalem et Beersheba, les Israéliens se précipitaient vers leurs abris en s'attendant à un énième spectacle d'interception assuré par leur célèbre dôme de fer. Ils n'avaient aucune idée de ce qui leur arrivait vraiment. La première vague de missiles lancés dans le cadre de l'opération Promesse Véritable 3 de l'Iran paraissait suffisamment familière sur les écrans radars. Mais, parmi les missiles balistiques classiques, se trouvait quelque chose qui a fait cligner deux fois des yeux les opérateurs israéliens. Ces objets se déplaçaient à des vitesses qui semblaient impossibles, effectuant des manœuvres défiant tout ce qu'ils connaissaient de la technologie des missiles. Pour la première fois depuis des décennies, le personnel de défense israélien a ressenti une véritable peur en voyant ces projectiles mystérieux foncer vers leur pays à des vitesses que leur système n'avait jamais rencontrées. Tapis sous les montagnes iraniennes, loin des satellites et des espions, une équipe de scientifiques perfectionnait depuis des années une arme capable de bouleverser tout l'équilibre militaire du Moyen-Orient. Le planeur hypersonique Fatah 2 n'était pas un simple missile, c'était un changement de paradigme revêtu de titane et de boucliers thermiques en céramique. Cette bête pouvait atteindre Mach 15, soit plus de 18 000 km/h, plus rapide que tout ce dont Israël disposait pour se défendre. Mais la vitesse n'était que le début des problèmes d'Israël. Lorsqu'il filait dans la haute atmosphère, le Fatah 2 générait autour de lui un champ de plasma, une enveloppe de gaz ionisé surchauffé qui le rendait pratiquement invisible au radar. Les systèmes israéliens, qui avaient suivi des milliers de projectiles au fil des ans, se retrouvèrent soudain aveugles, leurs capteurs sophistiqués incapables de garder le verrouillage sur ces missiles fantômes. Le bouclier de plasma ne se contentait pas de masquer le missile, il brouillait activement les communications, créant des zones mortes au sein du réseau de défense méticuleusement orchestré d'Israël. Ce qui distinguait vraiment le Fatah 2 de tout ce que l'Iran avait déployé jusque-là, c'était sa capacité à réfléchir et à s'adapter en plein vol. Grâce à des systèmes de guidage avancés, supposément améliorés avec la technologie russe, ces missiles pouvaient changer de direction plusieurs fois pendant leur descente, zigzaguer dans le ciel de façon totalement imprévisible, haut, bas, gauche, droite, voire boucle et spirale, tout en restant à vitesse hypersonique. Les intercepteurs Arrow israéliens, conçus pour calculer des trajectoires balistiques prévisibles, se retrouvèrent constamment à la traîne face à une cible qui refusait de suivre les règles. L'ogive elle-même relevait de la miniaturisation de haute volée, 200 kg d'explosifs concentrés dans un ensemble suffisamment compact pour maximiser la vitesse tout en garantissant un impact dévastateur. Mais ce qui inquiétait peut-être le plus les planificateurs israéliens, c'était de découvrir que ces ogives avaient été conçues pour être modulaires. Aujourd'hui, elles transportaient des explosifs conventionnels, mais demain ? L'idée a fait frissonner les cercles du renseignement de Tel Aviv à Washington. L'Iran n'avait pas seulement développé un nouveau missile, il avait créé un vecteur capable de modifier en profondeur l'équilibre stratégique de la région. Lorsque les premiers Fatah 2 ont entamé leur phase terminale au-dessus des villes israéliennes, les opérateurs de défense ont assisté, impuissants, à l'échec de leurs systèmes les plus avancés. La combinaison de la vitesse extrême, de l'évitement actif et des interférences électromagnétiques a créé les conditions d'une tempête parfaite qui a submergé même l'architecture antimissile légendaire d'Israël. Ce qui s'est produit ensuite a ébranlé la confiance israélienne jusque dans ses fondations. L'impossible se déroulait sous leurs yeux. Les opérateurs de défense israéliens, pétrifiés, virent sur leurs écrans quelque chose d'inédit. Plusieurs missiles iraniens ignoraient tout simplement leurs intercepteurs. Le fameux dôme de fer, la fronde de David, et même les très avancés Arrow 3, qui avaient protégé Israël pendant des années, se faisaient ridiculiser par ces nouvelles menaces. Sur plus de 400 missiles tirés par l'Iran, un nombre terrifiant passait entre les mailles du filet, et ce n'était pas dû au hasard. L'Iran avait déniché le talon d'Achille d'Israël, les mathématiques. Chaque intercepteur Arrow coûtait environ 3 millions de dollars, et le stock israélien était limité.
En mêlant leur révolutionnaire Fatah 2 à des missiles balistiques classiques, les Iraniens obligeaient Israël à tirer des intercepteurs sur tout ce qui volait, vidant à grande vitesse son arsenal défensif. C'était comme utiliser une balle en or pour arrêter une balle ordinaire. Sauf que certaines de ces balles entrantes n'avaient rien d'ordinaire. La stratégie, d'une simplicité redoutable, épuiser la défense, puis frapper avec les vraies armes. Le premier impact confirmé fit l'effet d'un séisme au sein du commandement israélien. Un Fatah 2 avait traversé toutes les couches de défense et percuté une infrastructure stratégique, près de Tel Aviv, que l'on apprit plus tard être dangereusement proche du quartier général principal de Tsahal. L'explosion ne fut pas qu'un choc physique, elle pulvérisa le mythe de l'invincibilité israélienne. En quelques heures, d'autres frappes suivirent, les installations critiques de Beersheba furent touchées, 4 immeubles résidentiels rasés à Rishon-le-Zion, et l'hôpital principal de la ville subit ce que les officiels qualifièrent de « dégâts considérables ». Les chiffres racontaient une histoire plus inquiétante encore. La célèbre efficacité d'interception de 90% s'effondra face à ces nouvelles armes. Contre les missiles hypersoniques Fatah, les succès chutèrent à peine à 50% et c'était optimiste. Certains experts estimaient qu'avec les variantes les plus avancées, la défense israélienne tombait sous les 30% d'efficacité. Pour un pays qui avait bâti toute sa doctrine sur la supériorité aérienne et la défense antimissile, c'était tout simplement catastrophique. L'hémorragie financière s'avérait presque aussi dévastatrice que les dégâts matériels. Chaque nuit de défense coûtait à Israël environ 285 millions de dollars, une somme qui ferait pâlir les comptables des nations les plus riches. The Marker, principal quotidien économique israélien, fit les calculs chocs. À ce rythme, le pays brûlait près de 2 milliards de dollars par semaine juste pour se protéger, et cela sans compter les intercepteurs qui fondaient comme neige au soleil. Des évaluations du renseignement, divulguées à la presse, laissaient entendre qu'Israël ne pourrait maintenir une défense efficace que 10 à 12 jours supplémentaires à l'intensité actuelle. Dans le bunker d'urgence sous Jérusalem, Benjamin Netanyahou, entouré de son cabinet sécuritaire, laissait transparaître un trouble inhabituel. Lui qui promettait une sécurité totale faisait désormais face à l'impensable. Lors d'une interview improvisée sur Fox News, Netanyahou lâcha un aveu qui fit trembler la société israélienne, « Ils nous ont frappés 10 fois plus fort que ce que nous imaginions ». Dans la bouche d'un dirigeant réputé pour son bravado, ces mots avaient le poids d'une réelle peur. Partout en Israël, les civils s'entassaient dans les abris, mais ce conflit n'avait rien à voir avec les précédents où l'on ressortait après quelques heures. Les sirènes ne cessaient pas. Jour après jour, nuit après nuit, leur hurlement se prolongeait tandis que les missiles iraniens continuaient d'affluer. À Tel Aviv, les familles dormaient dans des pièces renforcées, les enfants pleurant alors que les explosions résonnaient sans relâche. Le traumatisme psychologique montait en flèche. Les lignes d'assistance mentale signalèrent une hausse de 400% des appels, des milliers de personnes souffrant d'anxiété aiguë et de crises de panique. À huis clos, les responsables de la défense israélienne tenaient des discussions qu'ils n'auraient jamais cru avoir. Le stock d'intercepteurs Arrow fondait plus vite que prévu. Les réunions secrètes avec les officiels militaires américains devenaient de plus en plus désespérées, les généraux israéliens suppliant pratiquement un réapprovisionnement immédiat. Les Américains se montraient coopératifs, dépêchant en urgence des systèmes THAAD et Patriot supplémentaires, mais tout le monde savait qu'il ne s'agissait que de rustines face à une menace qui avait changé les règles du jeu. Les évaluations confidentielles de l'armée, fuitées par des sources inquiètes, dressaient un tableau encore plus sombre. Non seulement les intercepteurs manquaient, mais c'est toute la doctrine défensive qui vacillait. Un officier supérieur, s'exprimant anonymement dans les médias, résuma la pensée de beaucoup, « Nous avons bâti toute notre stratégie pour gagner la dernière guerre. » L'Iran vient de lancer la suivante. La prise de conscience qu'Israël ne disposait d'aucun moyen de contrer les planeurs hypersoniques provoqua une onde de choc dans l'establishment militaire. Des mesures d'urgence furent déployées dans tout le pays. Tsahal annonça la mise en service d'unités de guerre électromagnétiques jusqu'alors classifiées, une tentative désespérée d'utiliser le brouillage électronique contre ces nouvelles menaces. Les systèmes de défense Barak, activés à la hâte, montrèrent un certain potentiel mais restaient trop rares et trop tardifs. Chaque nuit apportait son lot d'horreur. De nouvelles victimes, plus de destruction, davantage de preuves que le bouclier israélien était irrémédiablement fissuré. La nation qui projetait jadis une force inébranlable découvrait une sensation étrangère à son identité, la vulnérabilité. Ce qui empêchait les officiers du renseignement israélien de dormir, ce n'était pas seulement ce que l'Iran avait déjà tiré, mais surtout ce qui restait caché dans ses bastions montagneux. Les missiles Fatah n'étaient que la partie émergée d'un iceberg extrêmement dangereux. Tapis dans des installations souterraines disséminées à travers l'Iran, des armes de plus en plus sophistiquées patientaient dans l'ombre. Et le plus terrifiant ? L'Iran faisait preuve d'une retenue remarquable, n'utilisant qu'une fraction de son véritable potentiel. Le missile Khorramshahr 4 incarnait la dernière évolution technologique de Téhéran. Avec une portée supérieure à 2000 km et doté de capacités de vol hypersonique planées, il pouvait, en théorie, frapper n'importe quel point d'Israël tout en étant lancé du cœur du territoire iranien. Les services de renseignement estimaient qu'au moins 50 de ces monstres étaient prêts à l'emploi, et pourtant pas un seul n'avait été tiré. Les analystes militaires y voyaient un message limpide, l'Iran pouvait monter d'un cran quand bon lui semblerait. Vint ensuite le missile de croisière Soumar, une arme si avancée qu'elle donnait littéralement la nausée aux planificateurs israéliens.
Avec une portée de 2500 km et la capacité de voler au ras des arbres, totalement indétectable par la plupart des radars, le sous-marin pouvait contourner les réseaux défensifs comme un fantôme. Le système RAAD compliquait encore la donne, conçu pour des frappes tactiques ultra rapides capables de submerger les défenses locales avant même qu'on comprenne ce qui se passait. Mais le plus grand choc vint d'interception révélant une implication russe massive dans le programme balistique iranien. La vitesse à laquelle l'Iran avait développé ses capacités hypersoniques soulevait de sérieuses questions. Les agences occidentales avaient repéré des vols cargo mystérieux entre Moscou et Téhéran, des livraisons correspondant étrangement aux percées technologiques iraniennes. Le bouclier plasma du Fatah II ressemblait à s'y méprendre aux conceptions russes, et les systèmes de guidage avancés semblaient dépasser de loin les compétences antérieures de l'Iran. La capacité de production constituait un autre cauchemar qui se déroulait en temps réel. Si les sceptiques rejetaient d'abord les déclarations iraniennes sur la production de masse, les satellites de reconnaissance racontaient une toute autre histoire. Les complexes souterrains d'Ispahan et de Tabriz tournaient 24 heures sur 24, les signatures thermiques révélant une activité ininterrompue. Les estimations prudentes évoquaient 5 à 10 missiles Fatah produits chaque semaine, mais certains analystes craignaient un chiffre bien supérieur. Avec plus de la moitié de son arsenal encore intact malgré les frappes israéliennes, l'Iran disposait de suffisamment de feu pour poursuivre son offensive pendant des mois. Au ministère de la Défense à Tel Aviv, un chaos contrôlé régnait. Des réunions d'urgence se succédaient sans interruption tandis que les responsables cherchaient frénétiquement des solutions à une crise hors de contrôle. Le déploiement des nouveaux systèmes Barak MX fut avancé de plusieurs mois, les techniciens œuvrant jour et nuit pour les rendre opérationnels. Lors d'un des premiers engagements, le Barak intercepta 8 drones iraniens, une petite victoire dans un océan de défaites, mais face aux menaces hypersoniques, même ces systèmes de pointe peinaient. La révélation de l'existence d'unités de guerre électromagnétiques israéliennes marqua un tournant majeur en matière de transparence militaire. Ces formations ultra-secrètes, jamais reconnues officiellement, se retrouvèrent sous les projecteurs en tant que dernier espoir du pays. À l'aide de puissants brouilleurs et contre-mesures électroniques, elles tentèrent de perturber le guidage des missiles entrants. Quelques succès furent enregistrés contre les armes conventionnelles, mais l'autonomie du Fatah résistait étonnamment bien aux interférences. Le soutien américain arriva par vagues, mais l'effort ressemblait à écoper un navire qui coule avec une cuillère à café. Des avions de transport C-17 se posaient toutes les quelques heures sur les bases israéliennes, déchargeant des batteries THAAD et Patriotes. Tout le monde savait toutefois que ces défenses avaient été conçues pour une autre ère. Le THAAD, malgré sa sophistication, était optimisé pour des trajectoires balistiques classiques, pas pour les profils imprévisibles des planeurs hypersoniques. Les évaluations confidentielles du Pentagone, transmises aux seuls responsables israéliens de haut rang, étaient d'une franchise brutale. La technologie actuelle n'était tout simplement pas faite pour arrêter ce que l'Iran déchaînait. Les chiffres étaient implacables et glaçants. Les services de renseignement calculaient qu'au rythme de consommation actuel, Israël épuiserait son stock d'intercepteurs Arrow en 10 à 12 jours. La certitude mathématique de cette échéance provoqua une quasi-panique dans les cercles de défense. Des commandes furent passées en urgence à l'industrie aérospatiale, mais la fabrication de ces intercepteurs complexes se comptait en mois, pas en jours. Israël s'était lancé dans une course contre la montre qu'il ne pouvait gagner par des moyens classiques. Les temps désespérés appelaient des mesures désespérées. Des négociations secrètes s'ouvrirent avec des partenaires jusque-là inimaginables. Des responsables israéliens contactèrent discrètement l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, espérant que leur système de défense aérienne avancé offrirait une couverture supplémentaire. Les unités de cyberguerre menèrent de vastes attaques contre les infrastructures iraniennes pour perturber la production de missiles et les réseaux de commandement. Des équipes de forces spéciales se préparèrent à des missions quasi-suicidaires visant les sites de lancement en Iran. Toutes les options, même les plus extrêmes, étaient envisagées tandis qu'Israël tentait de se protéger d'une menace qu'il avait dramatiquement sous-estimée. Le calcul stratégique au Moyen-Orient avait basculé, et tout le monde en avait conscience. La patience de l'Iran était peut-être l'aspect le plus déstabilisant de cette crise. Malgré des centaines de missiles supplémentaires prêts à être lancés, y compris leurs systèmes les plus avancés où Téhéran maintenait un rythme d'attaque régulier et soutenable. Les Iraniens jouaient la durée, épuisant méthodiquement les défenses israéliennes tout en préservant leurs forces pour un éventuel coup de grâce. Les interceptions révélaient des débats houleux au sein de l'état-major iranien. Les partisans de la ligne dure réclamaient le déploiement immédiat des Khorramshahr 4 et des Soumar, affirmant qu'ils pourraient clore le conflit d'un seul coup. Les plus prudents l'emportèrent. Conserver ces armes en réserve conférait à l'Iran un levier sans précédent. Chaque jour où ces missiles restaient silencieux obligeait Israël à dépenser des milliards pour se préparer à une attaque qui ne viendrait peut-être jamais. La guerre psychologique s'avérait presque aussi efficace que les frappes réelles. Les missiles non tirés engendraient plus de panique que ceux déjà lancés. Les planificateurs stratégiques israéliens réalisaient simulation sur simulation, chacune plus terrifiante que la précédente. Si l'Iran déchaînait son arsenal complet d'un seul coup, y compris les armes mises de côté ou les modèles prédisaient que les défenses israéliennes seraient submergées en quelques heures. Les Soumar pourraient surgir sous des angles inattendus tandis que les Fatah II attireraient le feu défensif, et les systèmes RAAD exploiteraient chaque brèche créée. Un cauchemar sans solution satisfaisante. Les alarmes internationales sonnèrent de Washington à Bruxelles. Les déclarations du président Trump devinrent de plus en plus contradictoires,
Il affirma un jour que la situation était totalement sous contrôle, tout en autorisant d'urgence une aide militaire massive à Israël. Les dirigeants européens appelèrent à un cessez-le-feu immédiat, mais leurs paroles portaient peu. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit session d'urgence après session d'urgence, ne produisant que des déclarations fermes que les deux camps ignorèrent. Le cessez-le-feu improvisé du 23 juin tourna à la farce en quelques heures. Israël affirma que l'Iran avait tiré des missiles après l'entrée en vigueur de l'accord,